La carbonara avait un goût amer ce soir-là, ou peut-être était-ce juste ma gorge nouée. Je fixais Julien, sa figure imperturbable éclairée par la lueur vacillante de la bougie sur notre table au fond du restaurant. Le bruit des conversations autour de nous, le tintement des verres, tout ça s'était estompé. Il y avait juste lui, la question que j'avais si longtemps hésité à poser, et le silence qui suivait, un silence pesant, plus lourd que n'importe quelle confession. La fondation, le programme, avais-je commencé, ma voix un peu plus hésitante que je l'aurais voulu. C'était toi, tout ça. Il a lentement déposé sa fourchette. Ses yeux, d'un brun si profond qu'il semblait presque noir, n'ont pas trahi de surprise. Plutôt cette résignation que j'ai appris à reconnaître chez lui, comme s'il attendait cette question depuis toujours. Oui, a-t-il simplement dit. Pas d'excuses, pas de détour, juste la vérité brute qui m'a frappé comme une pierre en plein cœur. Mais comment en étais-je arrivé là à interroger Julien Delacroix, l'homme dont le nom faisait chuchoter les habitants de Belleville, l'homme qui me faisait douter de tout, même de ma propre ambition? Je me souviens d'une soirée pluvieuse d'octobre, quelques mois auparavant. La pluie tombait sans relâche sur les rues de Belleville, une fine pellicule d'eau qui ne vous trempait pas d'un coup, mais s'infiltrait lentement, rendant chaque pas plus lourd. Les réverbères dessinaient des cercles orangés sur l'asphalte mouillé. L'odeur du béton humide, mêlée à celle de la friture de la petite épicerie du coin, c'était l'odeur de mon enfance, de toute ma vie. J'avais 23 ans, 1,60 m, les cheveux foncés, toujours tirés en un chignon un peu lâche, des lunettes trop grandes qui glissaient souvent sur mon nez, et un visage que, selon la plupart des gens, on oubliait. Pas moche, disait-il, juste quelconque. Le genre de visage que tu croises dans le métro et que tu as déjà oublié à la station suivante. Mais oubliable, c'était encore gentil comparé à ce que certains laissaient entendre. Ce soir-là, comme tant d'autres, je marchais vite, mes baskets claquant sur le trottoir mouillé, un sac de course dans chaque main. La tête baissée, non pas seulement par timidité, même si oui, j'étais timide, mais parce que j'avais appris depuis longtemps que, dans ce quartier, c'est comme ça qu'on survit. Belleville, ce n'était pas le Paris des cartes postales, ni les rues bohèmes qu'on voyait dans des films. Ici, les immeubles étaient vieux, la peinture écaillée, et ceux qui tenaient les rênes n'apparaissaient sur aucun registre officiel. Ici, la famille Delacroix régnait en maître depuis 3 générations. En tournant rue des Lilas, j'ai failli percuter un groupe de jeunes hommes devant le coiffeur. Pierre, Marc, Thomas. Je les ai reconnus immédiatement. La vingtaine des vestes coûteuses qui ne correspondaient pas vraiment à leur salaire affiché. Ils travaillaient pour Antoine Delacroix, le bras droit de Julien, le cousin, celui qui ramassait les dettes et s'assurait que tout le monde dans le quartier se souvenait qui détenait le pouvoir. « Tiens, tiens, regardez qui c'est » a lancé Pierre me voyant. Il a donné un coup de coude à Marc. « Marie la fantôme. » Marc a lâché un rire sec de ceux qui me serraient l'estomac. « Fantôme, c'est le mot juste. À chaque fois que je la vois, j'oublie à quoi elle ressemble dès qu'elle tourne le coin. » Thomas, lui, n'a pas ri. Il m'a juste regardé d'un air blasé, comme si je ne valais même pas l'effort de sa cruauté, et ça, c'était presque pire que leur pique. J'ai continué à marcher, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur le trottoir fissuré. Je n'ai pas répondu. Jamais. À quoi bon? « Marie! » a crié Pierre. « Tu ne penses jamais à, je sais pas, faire un effort, genre un peu de maquillage, une coupe. Tu pourrais au moins être un 5 sur 10 si tu t'y mettais? » Leurs rires m'ont poursuivi jusqu'au bout de la rue. J'ai serré plus fort mes sacs de course, accélérant le pas. Mon petit appartement, au 4e étage d'un immeuble en briques, sentait le vieux plat mijoté et l'eau de javel. Le néon du 3e étage clignotait sans cesse, projetant des ombres dansantes sur les murs. J'ai poussé la porte. C'était petit, 2 chambres,
une cuisine qui servait aussi de salon et une salle de bain avec une douche qui ne marchait qu'une fois sur deux. Mais c'était propre. Ma mère, Sophie Moreau, tenait notre chez-nous impeccable, même dans ses pires jours. Et ces temps-ci, la plupart étaient ses pires jours. Sophie était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé devant elle, froide, des factures médicales étalées comme un mauvais tirage de cartes. 54 ans, mais elle en paraissait 70. Des années à enchaîner les doubles postes à l'usine de confection, puis à la boîte de nettoyage, puis à la laverie, avait tout pris à son corps. Il ne restait qu'une femme mince, fragile, qui bougeait lentement et dont la respiration était un sifflement persistant. « C'est toi, Marie ?» Sa voix était douce, fatiguée, mais toujours chaleureuse. « Oui, maman, j'ai fait les courses. J'ai posé les sacs sur le comptoir. Je n'ai rien dit des garçons. Jamais. Maman avait déjà assez de soucis. « Tu as mangé ?» a-t-elle demandé, tentant de se lever. « Assieds-toi, maman, je vais préparer quelque chose. » « Je ne suis pas impotente, Marie. Je sais, mais laisse-moi faire. » C'était notre rituel, un dialogue silencieux d'amour et d'obstination. J'ai réchauffé de la soupe, préparé des sandwichs. On a mangé ensemble à la petite table pendant que le radiateur cliquetait dans le coin. Après, je faisais la vaisselle, puis je me retirais dans ma chambre. C'était à peine plus grand qu'un placard, un lit simple, un bureau avec un vieil ordinateur portable et une étagère croulant sous les romans et les manuels. J'avais eu mon diplôme en administration des affaires il y a 2 ans, avec mention, d'un collège communautaire. Mais ce bout de papier n'avait rien ouvert. J'avais postulé à des dizaines de postes, passé des entretiens où les gens souriaient poliment mais ne rappelaient jamais. Maintenant, je travaillais à temps partiel dans une laverie à 6 rue d'ici, à repasser des chemises et trier du linge pour 8,50 € de l'heure. Ce n'était pas assez. Jamais. Je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert mon ordinateur. Sur l'écran, un dossier intitulé « Le plan ». À l'intérieur, des tableaux, des notes de recherche, des idées de business et un journal de développement personnel que je tenais depuis plus d'1 an. En secret, méthodiquement, je travaillais à transformer ma vie. Pas seulement mon apparence, même si ça en faisait partie, mais tout. J'étudiais la nutrition, la science de l'exercice, le style personnel, art de prendre la parole en public et surtout, la stratégie commerciale. J'avais une vision. Une petite entreprise de conseil pour aider les commerces de quartier dans les zones défavorisées à améliorer leur gestion financière. J'avais les connaissances, j'avais le plan. Ce qui me manquait, c'était l'argent, les relations et surtout, quelqu'un qui y croit. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis allongé sur le lit, fixant une tache d'humidité au plafond qui ressemblait étrangement à une carte de France. Je repensais à ce que Pierre avait dit. « Tu ne penses jamais à faire un effort? » La vérité, c'est que j'y pensais chaque jour. Mais faire un effort, ça coûtait de l'argent que je n'avais pas. Une garde-robe décente, des lentilles de contact, une coupe de cheveux qui n'était pas faite par ma mère avec ses ciseaux de couture. Tout ça demandait des ressources que je ne pouvais simplement pas me permettre. Et au-delà de la surface, la transformation plus profonde à laquelle je travaillais, celle qui changerait ma vie entièrement, nécessitait quelque chose d'encore plus rare que l'argent, une opportunité. Ce que je ne savais pas alors, allongé dans cette petite chambre, écoutant la pluie claquer contre la fenêtre, c'est que l'opportunité était plus proche que je ne l'imaginais. Et elle allait venir de la dernière personne à laquelle j'aurais pu m'attendre. Moment, il faut que j'interrompe un instant mon récit. Cette période de ma vie, là, juste avant que tout ne bascule, elle était tellement ancrée dans une routine, une invisibilité choisie, ou plutôt subie. Et soudain, tout a été chamboulé. Quand j'y repense, le simple fait de recevoir cette lettre, de voir s'ouvrir des portes que j'avais frappées sans succès pendant des années, c'était comme un film. Je me disais toujours, ça n'arrive qu'aux autres. Les coupes de chance, les contes de fées. Mais là, j'étais en plein dedans.
C'était tellement déroutant de sentir que le monde, qui m'avait si longtemps ignoré, commençait à me regarder. Pas juste Pierre et sa bande, hein, mais de vraies institutions. J'étais partagé entre l'incrédulité la plus totale et une petite voix au fond de moi qui murmurait « Enfin ». C'était bizarre, une sorte de vertige. Est-ce que ce que j'avais toujours cru impossible était soudainement à portée de main? C'était effrayant et excitant à la fois. Aucune idée de ce qui m'attendait, mais je savais que ma vie d'avant était déjà une relique. Bref, retour à nos moutons. Henri Leclerc, le bras droit de Julien, était un homme pragmatique. Un ancien comptable de 51 ans, discret, brillant, loyal. Il avait l'air plus d'un principal de lycée que d'un homme gérant les finances d'une des organisations les plus influentes de Paris. Il portait des lunettes de lecture, ses cheveux gris toujours impeccablement peignés. Quelques semaines plus tôt, Julien l'avait appelé. Il était minuit passé quand son téléphone avait vibré. Il était dans son penthouse, surplombant la Défense, une photo ancienne à la main. Henri m'a raconté la conversation plus tard, mais à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Ce que je savais, c'était que Julien s'intéressait à une fille dont il ne s'était pas soucié depuis 15 ans. Et ça, c'était inédit. Il ne parlait jamais de son passé. « Victor, » a dit Julien, « j'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi. » La voix de Julien était calme, mesurée, comme d'habitude, mais il y avait une nuance, une vibration rare. « Qui est-ce que je cherche ?» a demandé Henri sans poser de questions sur le pourquoi. Quand Julien voulait expliquer, il expliquait. Sinon, il suffisait de faire ce qui était demandé. Marie Moreau, elle a grandi rue des Lilas. Sa mère est Sophie Moreau. Aux dernières nouvelles, elles étaient toujours dans le quartier. Henri savait qu'il valait mieux ne pas en demander plus. « J'aurai quelque chose pour toi d'ici demain matin », a-t-il dit. Fidèle à sa parole, Henri avait un rapport complet le lendemain matin. Il l'avait présenté à Julien devant un café, dans la cuisine du penthouse, lisant depuis sa tablette. Marie Moreau, 23 ans, vit avec sa mère, Sophie, à la même adresse rue des Lilas, 4e étage. Sophie souffre de problèmes respiratoires chroniques, des années de travail dans des usines mal ventilées. Marie a obtenu un diplôme en administration des affaires au collège communautaire, major de sa promotion, mais n'a pas réussi à trouver d'emploi professionnel. Elle travaille à temps partiel dans une laverie. Le revenu est minimal. Elles sont en retard sur le loyer et les factures médicales de Sophie sont importantes. Henri s'était arrêté et avait levé les yeux. Elle semble mener une vie très discrète. Aucune présence sur les réseaux sociaux. Pas d'amis proches que j'ai pu identifier. D'après ce que j'ai pu collecter, elle est plutôt isolée. Julien n'avait rien laissé transparaître, mais Henri avait senti un durcissement en lui. Il avait parlé d'une fille pleine de lumière, pleine de chaleur, une fille capable de faire sourire n'importe qui. L'idée que la vie les réduite à cette lutte solitaire et invisible était quelque chose qu'il trouvait profondément dérangeant. Non pas qu'il soit sentimental. Julien avait appris depuis longtemps à enfermer ses émotions. Mais il y avait certaines dettes qui transcendaient la nature transactionnelle de son monde, et celle qu'il devait à Marie Moreau en était une. Il y a autre chose, avait ajouté Henri, elle a un plan d'affaires. Très détaillé, bien recherché. J'en ai trouvé une copie imprimée lors de l'enquête de fond. Une entreprise de conseil pour les entreprises locales des quartiers défavorisés, planification financière, stratégie de croissance, développement communautaire. C'est en fait assez impressionnant. Les sourcils de Julien s'étaient légèrement levés, ce qui, dans son spectre émotionnel, équivalait à une surprise ouverte. Elle a toujours été la plus intelligente de n'importe quelle pièce, avait-il dit doucement. Elle ne le savait juste jamais. Il s'était levé et s'était dirigé vers la fenêtre. Le soleil du matin perçait les nuages, projetant une lumière dorée sur la ville. « Je veux l'aider, » avait-il dit, « mais je ne peux pas juste me montrer. » Elle n'accepterait pas. « Qu'avez-vous en tête ?» avait demandé Henri. Julien avait réfléchi un long moment. « Il y a un programme de développement commercial,
celui que la Fondation gère. Une nouvelle cohorte commence le mois prochain. Je veux qu'elle en fasse partie. Bourse complète, mais je ne veux pas qu'elle sache que ça vient de moi. Pas encore. Henri avait hoché la tête. Je ferai les arrangements. Une chose de plus, avait ajouté Julien. La laverie où elle travaille. Qui en est le propriétaire? Henri avait vérifié sa tablette. Un certain Gérald Dubois. Il loue l'espace à l'une de nos propriétés commerciales. Assurez-vous que sa situation d'emploi s'améliore. Plus d'heures, un meilleur salaire. Je ne veux pas que cela semble lié. Faites en sorte que ça arrive. Compris. Henri m'avait dit que quand il était parti, Julien s'était rassis et avait repris la vieille photo. Il avait tracé le contour du visage de la petite fille du pouce. 15 ans, c'était long. Il était devenu quelqu'un que Marie ne reconnaîtrait peut-être pas. Quelqu'un que le monde craignait et respectait à parts égales. Mais quelque part sous les costumes taillés sur mesure et le calme calculé, le garçon qui avait fait cette promesse sur les marches de l'église était toujours là et il comptait bien la tenir. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la lettre. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour, glissée dans ma boîte aux lettres entre ma facture d'électricité et un prospectus de supermarché. J'ai failli la jeter, la prenant pour du courrier indésirable, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille de papier de qualité, avec un en-tête que je ne reconnaissais pas, la Fondation Delacroix pour le développement communautaire. La lettre m'informait que j'avais été sélectionné pour leur programme d'accélération d'entreprise inaugural, un programme de 6 mois entièrement financé, comprenant un mentorat commercial, des ateliers de développement professionnel, un forfait de conseil en images personnelles et un capital d'amorçage de 50 000 € à la fin du programme. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je me suis assise par terre dans la cuisine et j'ai éclaté en sanglots. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman est accourue de l'autre pièce, son visage serré d'inquiétude. J'ai tendu la lettre, incapable de parler. Maman l'a prise, l'a lue lentement, ses lèvres bougeant à chaque mot. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Marie, c'est réel. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé. Je n'ai jamais postulé à rien de tel. Maman s'est assise à côté de moi sur le sol, ce qui, pour elle, était toute une affaire. Elle a mis son bras autour de moi. Peut-être que quelqu'un là-bas a vu ce que j'ai toujours vu, a-t-elle dit doucement. Que tu es extraordinaire. J'avais envie d'y croire, mais j'avais appris à être prudente avec l'espoir. L'espoir, d'après mon expérience, était une monnaie qui revenait toujours impayée. J'ai passé les 2 jours suivants à faire des recherches sur la Fondation Delacroix. C'était légitime, la branche philanthropique d'une plus grande entité commerciale axée sur le développement communautaire à Paris. Le site web était professionnel. Le conseil d'administration comprenait des leaders communautaires respectés et le programme était réel. Ce que je n'ai pas trouvé, car c'était délibérément caché, c'est que le financement principal de la Fondation provenait de la fortune personnelle de Julien Delacroix et que mon inclusion dans le programme avait été spécifiquement organisée par l'homme lui-même. J'ai décidé d'accepter. Qu'avais-je à perdre? Le programme a commencé un lundi de novembre. L'endroit était un entrepôt rénové à Saint-Denis, transformé en un espace de travail moderne et élégant, avec des murs en briques apparentes, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le canal Saint-Martin, et le genre de mobilier minimaliste qui coûtait, d'une manière ou d'une autre, plus que mon revenu annuel. Nous étions 12 participants, tous issus de milieux différents, tous avec des idées d'entreprise et des rêves qui avaient été bloqués par le manque de ressources. J'étais la plus silencieuse d'entre eux. Le premier jour était une journée d'orientation. Nous avons rencontré nos mentors, reçu nos horaires et fait une visite des installations. J'ai traversé tout ça comme dans un rêve, touchant les surfaces des bureaux et le dos des livres, comme pour m'assurer qu'ils étaient réels. À un moment donné, je me suis retrouvé seul devant la fenêtre, regardant le Sacré-Cœur, et je me suis murmuré « Ne gâche pas tout ». Le programme était rigoureux.
3 jours par semaine, nous assistions à des ateliers sur tout, de la modélisation financière à la stratégie marketing, en passant par la prise de parole en public. 2 jours par semaine, nous travaillions en tête-à-tête avec nos mentors. Et puis, il y avait la composante développement personnel, la partie qui allait me changer d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma coach de développement personnel était une femme nommée Diane Leclerc, une ancienne rédactrice de mode devenue coach de vie, qui avait le don de voir les gens non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils pourraient être. Diane avait la quarantaine, impeccablement vêtue, les cheveux noirs courts, et qu'une franchise qui était intimidante au début, mais finalement libératrice. À notre première rencontre, Diane m'a étudié un long moment. Les lunettes trop grandes, les vêtements informes, les cheveux si tirés en arrière qu'ils semblaient vouloir s'échapper de ma tête. « Dites-moi, » a dit Diane, « quand vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? » J'ai tressailli, mal à l'aise. Je ne me regarde pas beaucoup dans le miroir. C'est ce que je pensais. Nous allons changer ça. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, je tiens à être très clair là-dessus, mais parce que la façon dont vous vous présentez au monde est un langage. Et en ce moment, vous ne parlez pas. Vous chuchotez, et le monde n'entend pas les chuchotements. Au cours des semaines suivantes, Diane a travaillé avec moi sur ce qu'elle appelait le tableau complet. Il ne s'agissait pas seulement de l'apparence. Il s'agissait de la posture, de la voix, du contact visuel, de la façon dont j'entrais dans une pièce, de la façon dont je tenais une conversation. Mais oui, l'apparence en faisait partie. J'ai troqué mes vieilles lunettes contre des lentilles de contact. J'ai eu une coupe de cheveux professionnelle. Mes cheveux épais et foncés, que j'avais cachés dans un chignon pendant des années, ont été coupés en un carré dégradé à la hauteur des épaules, qui encadrait mon visage d'une manière qui mettait soudain mes traits en valeur. J'ai appris à choisir des vêtements bien ajustés, des couleurs qui complétaient ma peau mate, l'art subtil de se présenter avec confiance sans sacrifier l'authenticité. Les changements ont été progressifs au début. Une nouvelle veste ici, une meilleure posture là. Mais au fil des semaines, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Je n'avais pas seulement l'air différente, je me sentais différente. La transformation n'était pas que superficielle. C'était comme si les changements externes donnaient la permission à quelque chose qui était enfermé en moi depuis des années. Une confiance. Non pas cette confiance bruyante et tapageuse que certains affichaient comme une armure, mais une assurance tranquille et constante qui venait de me voir enfin clairement. Mes compétences en affaires s'affûtaient aussi. Mon mentor, un cadre à la retraite nommé Jacques Martin, était constamment impressionné par mon esprit analytique et ma capacité à voir des opportunités là où les autres voyaient des obstacles. « Vous avez un don, Marie » m'a-t-il dit lors d'une de nos sessions. « Vous comprenez les gens, vous comprenez les systèmes. C'est rare. » J'ai souri. Quelque chose que je faisais plus souvent maintenant. Je fais juste attention et je dis, la plupart des gens ne le font pas. C'est ça le don. Pendant ce temps, Julien Delacroix observait de loin. Henri lui fournissait des mises à jour régulières, veillant à maintenir l'anonymat de l'implication de Julien. Il rendait compte de mes progrès dans le programme, de ma confiance croissante, de mes performances impressionnantes dans les ateliers. Il avait aussi, peut-être moins professionnellement, noté que la jeune femme devient assez frappante, si je peux me permettre. Julien s'était simplement contenté d'un hochement de tête sans rien dire. Mais Henri m'avait confié que Julien avait commencé à traverser Belleville plus souvent que ses affaires ne l'exigeaient. C'est au cours d'un de ses trajets, à la mi-décembre, qu'il m'a vu pour la première fois en 15 ans. Pas en personne, pas encore. Henri avait fait en sorte qu'un photographe prenne des clichés spontanés de la cohorte pendant une de nos sessions d'atelier, soi-disant pour le rapport annuel de la Fondation. Parmi les photographies se trouvait une photo de moi, devant un tableau blanc, en pleine présentation. Mes yeux brillaient d'intelligence et de passion, ma posture était droite, mon expression pleine de vie.
Je portais un blazer bleu marine bien ajusté sur une blouse blanche, mes cheveux foncés tombant en douces vagues autour de mes épaules. J'étais, en un mot, transformé. Julien avait fixé la photographie pendant longtemps. Il avait senti quelque chose se déplacer en lui. Pas seulement de la reconnaissance, mais quelque chose de plus profond et de plus complexe. La petite fille qu'il avait connue était toujours là, dans la chaleur de mes yeux et l'inclinaison légère de ma tête. Mais elle était devenue une femme. Et cette femme était extraordinaire. Il avait posé la photographie et avait fermé les yeux. Il avait besoin de me voir, non pas à travers des rapports et des photographies, mais face à face. Mais le moment devait être le bon. C'était un homme patient. Il pouvait attendre. Alors que je m'épanouissais dans le programme, ma vie à Belleville restait inchangée dans ses défis. Je vivais toujours dans le même appartement. La santé de maman ne s'améliorait pas. Les factures médicales continuaient de s'accumuler et les hommes devant le coiffeur de la rue des Lilas me traitaient toujours comme leur source personnelle de divertissement, bien que ces derniers temps, leurs commentaires aient pris un ton différent. C'était un samedi après-midi de décembre, je passais devant le coiffeur après une séance du programme. Je venais directement d'un atelier et portais toujours mes nouveaux vêtements, mes cheveux dénoués, ma posture confiante. Je ne pensais même pas à Pierre et sa bande. Mon esprit était concentré sur une projection financière que j'étais en train d'affiner pour mon plan d'affaires. Mais ils m'ont vu. Pierre m'a regardé à 2 fois. C'était si évident que c'en était presque caricatural. « Attends, Marie? C'est Marie? » Marc s'est avancé, plissant les yeux. « Non, c'est pas elle. »« Si c'est elle, » a dit Thomas. Et pour la première fois, il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas de l'ennui. C'était de l'intérêt. J'ai continué à marcher comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, la tête haute. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, j'étais au-delà de ça. J'ai tenu la tête haute parce que c'était là que ma tête devait être. « Yo Marie !» a crié Pierre. « Attends, tu as l'air incroyable. Où tu cachais tout ça? » Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai juste continué à marcher. Et pour la première fois de ma vie, le silence que je laissais derrière moi n'était pas le silence de quelqu'un d'invisible. C'était le silence de quelqu'un qui avait laissé une impression. Ce soir-là, je me suis assise avec maman à la table de la cuisine et je lui ai raconté ma journée. Maman a écouté, les larmes aux yeux, non pas à cause de l'histoire des hommes du coiffeur, mais à cause de la façon dont je la racontais, avec confiance, avec humour, avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait enfin sa propre valeur. « Tu as toujours été belle, Marie, » a dit maman. « Le monde est juste en train de le rattraper. » J'ai traversé la table et j'ai serré sa main. « Merci, maman, de n'avoir jamais laissé croire que j'étais moins que ce que je suis. » Ma maman m'a rendu le serment. C'est ce que font les mères. Mais le monde avait sa façon de tester les nouvelles fondations. Et le test qui m'attendait allait défier tout ce que j'avais construit. Ma confiance, ma foi et mon cœur. Parce que Julien Delacroix allait réapparaître dans ma vie. Et quand il le ferait, plus rien ne serait pareil. Le gala annuel de la Fondation Delacroix était le genre d'événement qui existait dans un univers parallèle à ma vie quotidienne. Il se tenait à la Seine House, un espace événementiel exclusif sur la Seine, avec des vues imprenables sur les lumières de Paris, des lustres en cristal qui éparpillaient la lumière comme de minuscules galaxies, et une liste d'invités qui ressemblait à un répertoire des dirigeants d'entreprises, des politiciens, des philanthropes les plus puissants et influents de Paris, et, même si ce n'était jamais dit à voix haute, des membres du vaste réseau de la famille Delacroix. Tous réunis sous prétexte de célébrer le développement communautaire. Les 12 membres du programme d'accélération d'entreprise étaient invités en tant qu'invités d'honneur. J'ai passé 3 jours à me casser la tête pour savoir quoi porter. Diane, toujours aussi pratique, l'avait anticipé et avait organisé une séance de shopping spécifiquement pour l'occasion.
Nous sommes allés dans une boutique à Saint-Germain-des-Prés où les vendeuses parlaient à voix basse et où les étiquettes de prix faisaient flouter ma vision. Diane, je ne peux pas me permettre de pas. Le programme couvre ça. Ça fait partie du développement professionnel. Le développement professionnel n'implique généralement pas une robe qui coûte plus que mon loyer. Diane a souri. Ce soir-ci, la robe qu'elles ont choisie était simple, mais d'un effet saisissante. Un vert émeraude profond, ajusté, avec des lignes épurées qui mettaient en valeur ma silhouette sans être ostentatoire. Je l'ai associé à des talons modestes, de petites boucles d'oreilles en or, et mes cheveux coiffés en vagues lâches qui captaient la lumière. Quand je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage de la boutique, j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Non pas que j'étais devenu quelqu'un d'autre, mais parce que j'étais enfin devenu la version de moi-même qui s'était cachée depuis toujours. La voilà, a dit Diane doucement derrière moi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai l'impression de faire semblant. Tu ne fais pas semblant, tu arrives. Le soir du gala, j'ai pris un taxi pour la Sen House. Je suis arrivé seul. Ma maman m'avait encouragé à y aller, insistant sur le fait qu'elle irait très bien pour la soirée. Va, Marie, vas-y et laisse-les te voir. L'entrée était intimidante. Un tapis rouge de vrais photographes, des gens arrivant dans des voitures qui coûtaient plus cher que mon immeuble. Je suis resté sur le trottoir une bonne minute, respirant profondément avant de redresser mes épaules et d'entrer. La salle était magnifique. Des centaines de personnes se mêlaient parmi des tables rondes drapées de lin blanc, sous des lustres qui projetaient une chaude lueur dorée sur tout. Un quartet de jazz jouait doucement dans un coin. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. J'ai pris une coupe de champagne et j'ai traversé la foule, me sentant à la fois déplacé et exactement à ma place. J'ai trouvé les autres membres de ma cohorte et nous nous sommes regroupés, partageant des rires nerveux et des observations sur la foule. « C'est le maire ?» a murmuré Derek, un entrepreneur tech en herbe de 30 ans. « Ancien maire » a corrigé Priya, qui développait un service de livraison de repas sains. « N'empêche » a dit Derek, les yeux écarquillés. J'étais en train de rire à quelque chose que Priya disait quand je l'ai senti. Cette sensation d'être observé. Non pas le regard prédateur inconfortable que j'avais appris à reconnaître et à esquiver, mais quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Je me suis tourné lentement et j'ai balayé la pièce. Et là, debout près du mur du fond, un verre de whisky à la main, entouré d'hommes en costume coûteux qui attendaient clairement son attention, se tenait Julien Delacroix. Je l'ai reconnu immédiatement. Pas parce que j'avais suivi son ascension au pouvoir ou vu sa photo dans les journaux, même si les deux étaient vrais. Je l'ai reconnu comme on reconnaît la mélodie d'une chanson qu'on n'a pas entendue depuis 15 ans. La forme de son visage, la ligne sérieuse de sa mâchoire, la façon dont il se tenait avec cette immobilité particulière dont je me souvenais de notre enfance. Il avait toujours été immobile, même enfant. Alors que d'autres couraient, criaient, s'agitaient, Julien restait immobile, observant, pensant, attendant. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et le brouhaha du gala, la musique, les conversations, le cliquetis des verres, tout a semblé disparaître. Pendant un instant, il n'y avait que nous deux, connectés par un fil invisible qui s'étendait sur 15 ans, et l'immense distance entre nos vies. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je aller vers lui? Devais-je attendre? Devais-je faire semblant de ne pas l'avoir vu? Avant que je puisse me décider, il se dirigeait vers moi. Les hommes autour de lui s'écartaient sans qu'on leur dise, sentant le changement dans son attention. Il a traversé la foule avec l'assurance de quelqu'un qui possédait la pièce, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Et il s'est arrêté devant moi. De près, il était à la fois le garçon dont je me souvenais et un parfait inconnu. Ses traits marqués avaient mûri en un visage beau d'une manière presque dangereuse. Ses yeux sombres, dont je me souvenais qu'ils étaient pleins d'une tristesse tranquille,
était maintenant plein d'une autorité tranquille. Il portait un costume anthracite qui lui allait comme un gant et une montre qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 10 ans. Mais quand il m'a regardé, son expression s'est adoucie d'une manière que je le soupçonnais, la plupart des gens présents ici n'avaient jamais vu. Marie, il a prononcé mon nom comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, quelque chose qu'il avait porté avec soin et qu'il déposait enfin. Julien. Ma voix était posée, ce qui m'a surprise. À l'intérieur, j'étais toute sauf posée. Un long silence. Le genre de pause qui contient des conversations entières. Tu as l'air, il a hésité, et pour la première fois de la soirée, Julien, le sûr de lui, surfant, le contrôlé, semblait chercher ses mots. Tu as l'air d'être toi-même, a-t-il finalement dit. La vraie toi. Tu te souviens de moi? Ai-je demandé, me sentant immédiatement idiote. Bien sûr qu'il se souvenait de moi. Le regard dans ses yeux le rendait indubitablement clair. Je n'ai jamais arrêté, a-t-il dit simplement. Nous avons trouvé un coin tranquille de la terrasse, loin du bruit et des regards indiscrets. L'air était froid, mais aucun de nous ne semblait le remarquer. Nous nous tenions au parapet, regardant la Seine, les lumières de Paris se reflétant dans l'eau sombre en contrebas. Je t'ai cherché, ai-je dit. Quand nous étions enfants, après ton départ, je suis allé chez toi et c'était vide. Personne ne voulait me dire où tu étais allé. Mon père a été emprisonné, a dit Julien, sa voix plate et contrôlée. La famille a déménagé. J'ai été envoyé vivre chez un oncle en banlieue. Je voulais te le dire. Je voulais te dire au revoir, mais tout s'est passé si vite et... Il a laissé sa phrase en suspens. Et dans le silence, j'ai entendu toutes les années que nous avions perdues. Je t'ai écrit des lettres, et je dis, je n'avais pas d'adresse, alors je les ai juste écrites et gardées dans une boîte à chaussures sous mon lit. Des lettres sur l'école, sur ma mère, sur le quartier, sur à quel point tu me manquais. Quelque chose a vacillé sur son visage, une fissure dans l'armure, brève mais indéniable. J'aurais aimé les recevoir, a-t-il dit doucement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il m'a raconté sa vie, la version soigneusement éditée, celle qui reconnaissait les affaires familiales sans nommer leurs dimensions les plus sombres. Je lui ai raconté la mienne, les luttes, la solitude, les rêves que j'avais nourris en secret. Quand je lui ai parlé de mon plan d'affaires, ses yeux se sont illuminés d'une admiration sincère. Tu as toujours eu les meilleures idées, a-t-il dit. Tu te souviens quand tu allais ouvrir une bibliothèque dans le garage du vieux Monsieur Caron? J'ai ri, un vrai rire, qui a fait tourner la tête de plusieurs invités proches. Il a ajouté, j'avais déjà alphabétisé la moitié de ces outils avant qu'ils ne nous attrapent. Pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié être possible. Une connexion, réelle, profonde, simple, avec un autre être humain. Julien Delacroix, l'homme que la moitié de Paris craignait et que l'autre moitié courtisait, me regardait comme si j'étais la personne la plus importante de la pièce. Non pas à cause de mon apparence dans ma robe émeraude ou de la façon dont mes cheveux captaient la lumière, mais à cause de qui j'étais, de qui j'avais toujours été. À un moment donné de notre conversation, le téléphone de Julien a vibré. Il l'a regardé, a froncé les sourcils et l'a mis en silencieux. « Je dois m'occuper d'affaires », a-t-il dit, prononçant le mot avec un poids particulier. « Mais Marie, je veux te revoir, je peux t'appeler ?» « Tu n'as pas mon numéro. » Il a souri, un petit sourire rare qui a transformé tout son visage. « Je l'obtiendrai. » Après son départ, je suis resté seul sur la terrasse, le froid me frappant enfin les bras. J'ai regardé la scène et j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel et de merveilleux. La sensation d'être au début de quelque chose plutôt qu'à la fin. Le monde me semblait plus grand ce soir-là, plein de possibilités, plein du genre d'espoir qui ne s'évanouit pas. À l'intérieur, Julien a trouvé Henri qui l'attendait près du bar. « Tu as parlé avec elle », a dit Henri. Ce n'était pas une question. « Oui. » Et Julien a regardé son vieil ami avec une expression que Henri n'avait jamais vue auparavant.
C'était l'expression d'un homme qui venait de se souvenir ce que c'était d'être humain. Elle est extraordinaire, Henri. Elle l'a toujours été. Henri a hoché la tête lentement. Soyez prudent, Julien. Vos mondes sont très différents. Je sais. Et elle ne sait pas pour la fondation, pour votre implication. Je le sais aussi. Quand elle le découvrira, et elle le découvrira, ça pourrait très mal tourner. Julien est resté silencieux un long moment. Alors je ferai en sorte que ça se passe bien, a-t-il dit. Et sur ce, il a disparu dans la foule, laissant Henri secouer la tête et marmonner dans son verre à propos de la folie particulière des hommes puissants qui croient pouvoir tout contrôler. Les jours suivant le gala se sont déroulés dans un flou pour moi. Je me suis jeté dans le programme avec une énergie renouvelée, mon plan d'affaires prenant forme avec une clarté et une ambition qui impressionnaient tout le monde autour de moi. Jacques Martin, mon mentor, m'a dit que j'étais la stratège la plus naturellement douée avec laquelle il avait travaillé en 30 ans. J'ai accepté le compliment avec grâce, quelque chose que j'apprenais à faire peu de temps. Julien a appelé 3 jours après le gala. La conversation a été maladroite au début. 2 adultes essayant de naviguer dans l'espace entre l'intimité de l'enfance et la réalité du présent. Mais la maladresse s'est vite dissipée, remplacée par un rythme naturel et facile qui nous a surpris tous les deux. Nous avons parlé de tout et de rien. Il m'a posé des questions sur ma mère, sur le programme, sur mon plan d'affaires. Je lui ai posé des questions sur sa vie, évitant soigneusement les bords de ce que je savais et de ce que tout le monde à Paris savait de la famille Delacroix. Nous avons commencé à nous rencontrer pour un café, puis pour un dîner, puis pour de longues promenades le long des quais, où le vent froid de la Seine rougissait nos joues et transformait notre souffle en nuage. Julien était toujours un gentleman, attentif, prévenant et étonnamment drôle d'une manière sèche et discrète. Il ne parlait jamais de son travail en termes spécifiques. Et moi qui n'étais pas naïve, je n'ai pas insisté. Je comprenais qu'il y avait des parties de sa vie auxquelles je n'avais pas accès, et j'acceptais cela avec un pragmatisme qui venait d'avoir grandi dans un quartier où l'on apprenait à ne poser que les questions dont on voulait les réponses. Ce que je n'acceptais pas, ce qui me tracassait avec une insistance croissante, c'était la coïncidence de tout cela. La lettre de la Fondation Delacroix arrivant de nulle part, le programme qui semblait fait sur mesure pour moi, le forfait de développement personnel, l'investissement initial, l'opportunité qui m'était tombée dessus comme un cadeau d'un bienfaiteur invisible. Et puis, au gala de la Fondation elle-même, la rencontre avec Julien Delacroix, qui se trouvait être la personne dont j'avais été la plus proche enfant. J'étais intelligente, je reliais les points pour vivre, et ces points formaient une image que je n'étais pas sûr d'aimer. J'ai abordé le sujet un jeudi soir de janvier, lors d'un dîner dans un petit restaurant italien du Marais, le genre d'endroit avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin, où le serveur appelait tout le monde « chéri » et où les pâtes étaient faites par une grand-mère à l'arrière. Julien avait commandé pour nous deux, non pas avec présomption, mais parce qu'il connaissait le menu et voulait me faire découvrir les meilleurs plats. Nous mangions de la carbonara et buvions du vin rouge. Et je regardais son visage à la lumière des bougies, prenant mon courage à 2 mains pour dire ce que j'avais à dire. « Julien, oui, la fondation, le programme, c'était toi? » Il a déposé sa fourchette lentement. Il n'a pas eu l'air surpris, plutôt résigné, comme quelqu'un qui attendait une question qu'il savait venir. « Oui, a-t-il dit. Pas d'excuses, pas de diversion, juste la vérité. » J'ai senti le mot atterrir dans ma poitrine comme une pierre. Je m'en étais douté, mais l'entendre confirmer était différent. Le doute laissait de la place à l'incertitude. La confirmation ne laissait de place à rien. Tout ça, ai-je demandé, mes yeux se fermant. Le bruit du restaurant, le cliquetis des plats, le murmure des autres convives, la grand-mère qui chantait en cuisine, tout semblait s'être estompé. Pourquoi? Parce que je te l'ai promis, a-t-il dit. Quand nous avions 9 ans, assis sur les marches de Saint-Antoine,
Je t'ai promis que personne ne te ferait plus jamais te sentir insignifiante. J'ai 15 ans de retard, Marie, mais je tiens ma promesse. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé. Son expression était ouverte d'une manière que je n'avais jamais vue. Vulnérable, presque abaissé. L'homme qui contrôlait un empire était assis en face de moi, son cœur entre les mains, et il ne détournait pas le regard. « Tu ne me devais rien », ai-je dit, ma voix serrée. Il ne s'agissait pas d'une dette. Alors de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de toi qui méritais une chance, une vraie chance. Pas les miettes que le monde était prêt à te jeter, mais une vraie, authentique opportunité de devenir la personne que tu étais censé être. Et mon apparence, le relooking, les vêtements, la coupe de cheveux, ça faisait aussi partie de ton plan. La composante développement personnel faisait partie du programme pour tous les participants. Ce que tu en as fait, c'était entièrement toi, le mari. Ton apparence actuelle, cette confiance, cette présence, je n'y suis pour rien. Tout ça t'appartient. Je voulais être en colère. Une partie de moi l'était. La partie indépendante, autonome, qui avait survécu 23 ans à Bellyville en ne comptant sur personne, s'indignait à l'idée que ma transformation ait été orchestrée par quelqu'un d'autre. Mais une autre partie de moi, la partie honnête et lucide, reconnaissait la vérité dans ce qu'il disait. Il avait ouvert une porte. J'avais franchi le seuil. La marche, elle, était mienne. J'ai besoin de temps, ai-je dit, pour y réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi surtout, pas seulement ça. L'implication flottait dans l'air entre nous. Je ne demandais pas seulement des informations sur la fondation. Je demandais qui il était vraiment, à quoi ressemblait son monde et s'il y avait une place pour quelqu'un comme moi. Julien m'a regardé longuement, puis il a hoché la tête. « Je le ferai », a-t-il dit, tout. Nous avons terminé le dîner dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais lourd de choses inexprimées. Il m'a ramené chez moi dans un SUV noir avec un chauffeur, une autre chose à laquelle je devais encore m'habituer, et m'a accompagné jusqu'à la porte de mon immeuble. Nous nous sommes tenus sur le perron, dans la nuit froide de janvier, nos souffles se mêlant dans l'air. « Bonne nuit, Marie. »« Bonne nuit, Julien. » Je suis rentré et j'ai monté les 4 étages jusqu'à mon appartement. Maman dormait. L'appartement était silencieux, à l'exception du radiateur et du son lointain d'une sirène. Je me suis assise sur mon lit, j'ai regardé le plafond et j'ai essayé de démêler les chevaux d'émotion dans ma poitrine. Gratitude, colère, affection, peur, confiance, doute. Elles s'entremêlaient comme les racines d'un arbre, impossibles à séparer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les semaines suivantes ont été une période de distance délibérée. J'ai continué le programme, mais j'ai évité les événements et tout ce qui aurait pu me rapprocher de Julien. J'avais besoin de me prouver que je pouvais me débrouiller seul, que la femme que je devenais ne dépendait pas de son patronage. Je me suis jeté dans mon plan d'affaires avec une féroce détermination. J'ai révisé mes modèles financiers, j'ai recherché des clients potentiels, j'ai répété ma présentation jusqu'à pouvoir la réciter en dormant, et j'ai commencé à réseauter seul, utilisant les compétences que le programme m'avait enseignées pour établir des contacts qui n'avaient rien à voir avec le nom Delacroix. Les résultats ont été remarquables. En quelques semaines, j'avais obtenu des rendez-vous avec 3 entreprises locales intéressées par mes services de conseil. J'ai présenté mes idées avec confiance et clarté, et 2 d'entre elles ont signé comme clientes. C'était un petit début, mais c'était le mien, entièrement le mien, sans condition, sans faveur, sans homme séduisant en costume anthracite tirant des ficelles invisibles. Mais même en construisant mon indépendance, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Julien. Pas seulement l'homme, mais le garçon. Le garçon qui s'était assis avec moi sur les marches de l'église et avait promis de me protéger. Le garçon qui avait disparu sans un au revoir et avait porté cette culpabilité pendant 15 ans. Le garçon qui avait grandi pour devenir un homme d'un pouvoir énorme et qui, malgré tout, avait utilisé ce pouvoir pour me donner une chance.
Un soir de début février, je travaillais tard dans l'espace de travail du programme. Les autres participants étaient rentrés chez eux et le bâtiment était silencieux, à l'exception du ronronnement du système de chauffage et du bruit occasionnel d'un camion dans la rue en contrebas. Je révisais une projection financière quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je sais que tu as besoin de temps, je respecte cela, mais je voulais que tu saches que je suis fier de toi. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que tu fais. J'ai fixé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé en retour. Merci, je suis fier de moi aussi. Et puis, après un autre moment, je n'ai plus besoin de temps, on peut se parler en personne. Sa réponse a été immédiate. Dis le lieu. Nous nous sommes retrouvés le lendemain soir dans le même restaurant italien. Cette fois, je suis arrivé la première. Je portais un jean, un pull et des bottes. Pas de robe de gala, pas d'armure de relooking, juste moi-même. Quand Julien est entré, il avait l'air différent aussi, moins armuré. Il portait un simple manteau noir sur un pull sombre, et son visage, habituellement si soigneusement composé, montrait des traces de nervosité qui le faisaient paraître soudain plus jeune, presque comme le garçon dont je me souvenais. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, j'ai des questions. Je sais. Et j'ai besoin de réponses honnêtes, même si elles sont difficiles. Je t'ai promis l'honnêteté. Je le pensais. J'ai pris une profonde inspiration. Ta famille, ce que vous faites. J'ai grandi dans ce quartier, Julien. Je sais ce que signifie le nom de la croix. Je ne suis plus une enfant, et je ne ferai pas semblant de ne pas comprendre. Il a croisé mon regard. Qu'est-ce que tu veux savoir? Es-tu la personne qu'ils disent que tu es? Cela dépend de qui parle. Ne sois pas évasif, pas avec moi. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a passé une main dans ses cheveux. Un geste si humain, si sans défense, que cela m'a surprise. Je dirige une entreprise familiale, a-t-il dit prudemment. Une partie de cette entreprise opère dans des domaines qui ne sont pas conventionnels. Je ne te mentirai pas là-dessus. Mais je ne suis pas ce que les films font de nous. Je ne blesse pas des innocents. Je ne profite pas des faibles. Les quartiers dans lesquels j'opère, je les protège. J'y investis. La fondation n'est pas une façade, Marie. C'est réel. Les programmes sont réels. Les gens qu'ils aident sont réels. Et l'autre côté, le côté qui n'est pas philanthropique existe, je ne le nierai pas. Mais je travaille à changer l'équilibre. Chaque année, une plus grande partie de nos opérations se tourne vers des affaires légitimes. Immobilier commercial, construction, importation. C'est un processus lent, mais ça se produit. Je l'ai étudié. J'étais doué pour lire les gens. C'était un de mes dons, et ce que je lisais sur le visage de Julien n'était pas de la tromperie. C'était la vérité compliquée, désordonnée, d'un homme né dans un monde qu'il n'avait pas choisi, essayant de naviguer avec toute l'intégrité qu'il pouvait conserver. Pourquoi moi, ai-je demandé? Pourquoi, après 15 ans, es-tu venu me chercher? Parce que tu étais la seule personne à m'avoir jamais vu, a-t-il dit. Pas le nom, pas la famille. Moi. Et j'ai passé 15 ans à devenir quelqu'un que le reste du monde craignait. Et pendant tout ce temps, la seule chose que je voulais, c'était être revu comme ça. La façon dont tu me voyais avant. La crudité de ces mots m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un homme puissant qui jouait la vulnérabilité. C'était un homme mis à nu par la vérité, assis dans un restaurant aux nappes à carreaux, disant à une femme en pull qu'elle était la personne la plus importante de sa vie. Et je l'ai cru. Je te vois, Julien, ai-je dit doucement. Je te vois toujours. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Sa poignée était ferme mais douce, et sa main était chaude. Alors laisse-moi te voir aussi, a-t-il dit. Toi entière, pas seulement la femme du programme ou la fille du quartier. Tout. Tu le fais déjà, ai-je dit, et je le pensais. Cette nuit-là a marqué le début de quelque chose de nouveau.
Pas un conte de fées, car les contes de fées n'impliquent pas la complexité morale et les paiements mensuels des factures médicales et l'ombre omniprésente d'un monde qui opérait selon des règles différentes. C'était le début d'un partenariat. Deux personnes abîmées et déterminées à part égale, se choisissant malgré la centaine de raisons qui auraient dû les en empêcher. Au cours des semaines qui ont suivi, Julien et moi avons construit une relation qui ne ressemblait à rien de ce que nous avions vécu. Nous parlions des heures, de philosophie, d'affaires, de souvenirs d'enfance, de l'avenir. Il m'a fait découvrir des pans de son monde qui étaient légitimes et beaux. Un vignoble en Bourgogne que la famille possédait, un restaurant à Paris qui servait le meilleur risotto que j'ai jamais goûté, un jardin sur le toit de l'une de ses propriétés commerciales où il cultivait des tomates et du basilic parce que cela lui rappelait sa grand-mère. Je lui ai fait découvrir mon monde, le vrai, sans glamour ni prétention. Il a goûté la cuisine de maman et a écouté ses histoires sur le pays. Il s'est assis dans notre petit appartement rue des Lilas et m'a aidé à affiner mon plan d'affaires avec des suggestions à la fois brillantes et pratiques. Il n'a jamais condescendu. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais son œuvre de carité. Il me traitait d'égal à égal et je me suis montré à la hauteur de cette attente. Mais le monde extérieur à notre lien croissant n'était pas aussi arrangeant. La rumeur s'était répandue à Belleville que Marie Moreau, l'invisible et quelconque Marie, avait attiré l'attention de Julien Delacroix. Et dans un quartier où le nom Delacroix portait le poids à la fois du pouvoir et du danger, ce développement fut accueilli avec un mélange de fascination, d'envie et de suspicion. Pierre, Marc et Thomas, le trio du coiffeur, étaient soudain très intéressés par mon existence. Les mêmes hommes qui m'avaient appelé le fantôme, qui avaient graillé mon apparence, qui m'avaient traité comme moins que rien, se précipitaient maintenant pour être amicaux. Pierre est apparu à la laverie un matin avec un café et un sourire qui était tout en dents et sans sincérité. « Hé Marie, toujours aussi belle. Comment vas-tu? » Je l'ai regardé avec une expression polie et parfaitement impénétrable. « Je vais bien, Pierre. Je peux t'aider pour quelque chose? » « Je voulais juste dire bonjour. On est amis, non? On se connaît depuis longtemps. » « Nous ne sommes pas amis, Pierre. Nous sommes des gens qui vivent dans la même rue. Il y a une différence. » Son sourire a vacillé, mais il s'est vite repris. « Allez, Marie, ne sois pas comme ça. J'ai toujours été sympa avec toi. Tu m'as traité de fantôme. Tu as dit que j'étais oubliable. Tu m'as dit de faire plus d'efforts parce que je pourrais peut-être être un 5. » Les mots ont flotté dans l'air entre nous, et Pierre a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. C'était juste. On rigolait, tu sais comment c'est. Je sais exactement comment c'est, et je dis. Et je sais aussi que la seule raison pour laquelle tu es ici en ce moment, c'est parce que tu as entendu une rumeur sur qui je fréquente. Si Julien Delacroix ne m'avait pas regardé 2 fois, tu m'appellerais toujours un fantôme. Alors non, Pierre, nous ne sommes pas amis, et nous ne le serons jamais. Je suis retourné repasser des chemises, et Pierre est sorti du magasin avec son café et son égo froissé. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix avait été ferme. Diane aurait été fière. Mais l'attention ne venait pas seulement des petits gars du quartier essayant de se faire bien voir. Antoine Delacroix, le cousin de Julien et le second de la famille, l'avait aussi remarqué. Antoine était tout ce que Julien n'était pas. Bruyant, impulsif, tape à l'œil et profondément rancunier envers l'autorité de son cousin. Il avait toujours cru qu'il devrait diriger la famille et il observait chacun des mouvements de Julien avec la jalousie d'une personne attendant une faiblesse à exploiter. Moi, selon Antoine, j'étais cette faiblesse. Antoine Delacroix avait 40 ans et semblait s'efforcer d'en paraître 30. Il portait ses chemises ouvertes d'un bouton de trop, conduisait une voiture d'une couleur trop rouge et avait d'un rire toujours un battement trop fort. Il n'était pas stupide. C'était ça, le danger avec Antoine. Les gens le sous-estimaient à cause de son côté flambeur, mais sous les chaînes en or et le parfum coûteux se cachait un esprit rusé, patient et sans conscience. Antoine m'a abordé pour la première fois lors d'un événement communautaire en mars, une journée de nettoyage de quartier organisée par la Fondation Delacroix.
J'étais là en tant que participante au programme, vêtue d'un jean et d'un T-shirt de la Fondation, ramassant des déchets dans un parc avec un groupe de bénévoles. Antoine est apparu de nulle part, bien trop bien habillé pour un nettoyage de parc, et s'est mis à marcher à mes côtés. « Vous devez être la fameuse Marie », a-t-il dit, affichant un sourire qui montrait trop de dents. Antoine Delacroix, le cousin de Julien. J'ai serré sa main avec une prudence polie. Enchanté. Le plaisir est tout pour moi. Julien parle de vous constamment. Je devais voir par moi-même ce qui faisait tout ce ramdam. Il m'a jaugé de haut en bas d'une manière qui m'a fait froid dans le dos, bien que j'ai gardé mon expression neutre. Et maintenant je vois, vous êtes une belle histoire de transformation. Le mot « transformation » avait une résonance différente venant d'Antoine. Quand Julien l'utilisait, cela ressemblait à de l'admiration. Quand Antoine l'utilisait, cela ressemblait à une transaction, comme s'il calculait le avant et le après en termes d'argent et de levier. Je suis juste là pour faire du bénévolat, ai-je dit, me penchant pour ramasser une canette jetée. Moi aussi, a dit Antoine, bien qu'il n'ait fait aucun mouvement pour ramasser quoi que ce soit. Obligation familiale, vous savez comment c'est. Nous, les Delacroix, tenons beaucoup à la communauté. Il a dit communauté comme certaines personnes disent investissement, avec l'implication que des retours étaient attendus. Au cours des semaines suivantes, Antoine a fait sentir sa présence. Il est apparu dans les lieux que je fréquentais. Le café près de l'espace de travail du programme, le parc où je courais parfois le matin, même la laverie du quartier de ma mère. Chaque fois, il était amical, charmant et complètement non invité. J'ai d'abord toléré cela, supposant que c'était simplement la curiosité d'un membre de la famille. Mais quand Antoine a commencé à faire des commentaires qui portaient un sous-entendu de menace, subtil, niable, mais indubitable, j'ai compris que son intérêt n'était pas bienveillant. Vous savez, Marie, a-t-il dit un après-midi devant le café, être proche de Julien a ses avantages, mais aussi ses risques. Les gens de notre monde, ils observent, ils jugent et ils prennent des décisions basées sur ce qu'ils voient. Est-ce une mise en garde? Ai-je demandé, ma voix calme, même si mon rythme cardiaque s'était accéléré. Antoine a haussé les épaules, toute innocence. Juste un conseil amical d'un membre de la famille préoccupé à un autre. J'ai raconté à Julien les rencontres ce soir-là. Nous étions dans son penthouse et j'ai observé attentivement son visage pendant que je parlais. Son expression n'a pas changé. Pas d'une manière que la plupart des gens auraient remarqué, mais je n'étais pas la plupart des gens. J'ai vu la légère tension de sa mâchoire, la façon dont ses doigts se sont recourbés presque imperceptiblement autour du bras de sa chaise, l'éclair de quelque chose de froid et de dangereux dans ses yeux qui est apparu et a disparu en un instant. « Il ne vous dérangera plus », a dit Julien. Sa voix était calme, contrôlée et absolument certaine. « Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je vais avoir une conversation avec mon cousin, une conversation qu'il n'appréciera pas. Julien, je ne veux pas être la cause d'un conflit familial. » Il s'est tourné vers moi et son expression s'est adoucie. « Tu n'es la cause de rien, Marie. Antoine teste les limites depuis des années. Ce n'est que la dernière excuse. » Il a tendu le bras et m'a glissé une mèche de cheveux derrière l'oreille. Un geste si tendre qu'il m'a serré la poitrine. Je t'ai dit que je ferais en sorte que personne ne te fasse te sentir en danger. Je le pensais alors et je le pense maintenant. La conversation que Julien a eue avec Antoine s'est déroulée à huis clos dans le bureau de la famille, à Montreuil. Henri était présent, tout comme l'avocate de Julien, une femme perspicace nommée Catherine Dubois, qui naviguait dans les complexités juridiques des opérations Delacroix depuis 10 ans. Ce qui a été dit dans cette pièce est resté dans cette pièce, mais le résultat a été immédiat et visible. Antoine a cessé d'apparaître dans ma vie quotidienne. Il n'a pas disparu. Il était toujours présent aux événements familiaux, occupait toujours sa position, mais il s'est retiré derrière une ligne qui avait été clairement et fermement tracée. Cependant, Antoine n'était pas du genre à accepter la correction avec grâce. Il s'est retiré,
Mais il bouillonnait, et dans son bouillonnement, il a commencé à planifier. Le plan a pris forme lentement au cours de plusieurs semaines. Antoine, par son propre réseau d'associés, a commencé à diffuser des informations, non pas aux autorités, ce qui aurait été une violation du code de la famille qu'il n'aurait même pas osé commettre, mais à des concurrents, des organisations rivales qui auraient tiré parti de la connaissance des affaires de la famille Delacroix, des expéditions, des transactions et des détails qui faisaient la différence entre une opération réussie et une catastrophe. Le premier signe de problème est apparu en avril, lorsqu'un accord commercial de routine a échoué dans des circonstances suspectes. Ensuite, un entrepôt à la Villette a été perquisitionné par des agents fédéraux agissant sur ce qui semblait être un tuyau anonyme. Puis un partenaire commercial clé en province a brusquement rompu ses liens, invoquant des préoccupations concernant l'exposition. Chaque incident était anodin en soi, mais ensemble, ils formaient un schéma qu'Henri a identifié en premier. Quelqu'un divulgue des informations, a dit Henri à Julien lors d'une réunion d'urgence au penthouse. Systématiquement, de l'intérieur de l'organisation. Antoine, a dit Julien, ce n'était pas une question. Je n'ai pas encore de preuves, mais le schéma correspond. Seule une personne à son niveau aurait accès aux détails spécifiques qui ont été compromis. Julien s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, scintillante et indifférente. « Trouvez la preuve », a-t-il dit, « et trouvez-la vite. » La crise a absorbé l'attention de Julien pendant des semaines. Il est devenu distant. Non intentionnellement, mais inévitablement. Ses appels téléphoniques sont devenus plus courts, plus distraits. Nos dîners ont été annulés ou écourtés. Il s'est excusé à chaque fois, et je pouvais voir le regret sincère dans ses yeux, mais la distance me faisait néanmoins mal. De mon côté, j'ai canalisé mon énergie dans mon travail. Mon entreprise de conseil prenait de l'ampleur. J'avais obtenu 5 clients et générais suffisamment de revenus pour couvrir mes dépenses de base. J'avais déménagé ma mère dans un appartement légèrement plus grand, dans un meilleur immeuble, toujours dans le quartier, mais avec un ascenseur fonctionnel et un propriétaire qui entretenait réellement la propriété. La santé de maman se stabilisait grâce à de meilleurs soins médicaux, payés par mes revenus croissants et un arrangement discret que Julien avait conclu avec l'un des meilleurs pneumologues de la ville. Un arrangement dont je ne savais rien et que Julien avait l'intention de me révéler le moment venu. Mais le moment ne venait jamais, car le sabotage d'Antoine s'intensifiait et les murs se refermaient. La crise a atteint son apogée un mercredi soir de fin avril. J'étais à mon nouveau bureau, un petit espace mais professionnel, dans un bâtiment de coworking du centre de Paris, quand j'ai reçu un appel d'Henri. Sa voix était tendue et urgente, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Marie, écoutez attentivement. J'ai besoin que vous rentriez chez vous tout de suite. Ne vous arrêtez nulle part. Allez directement à votre appartement et restez-y. Henri, qu'est-ce qui se passe? Et ça, que c'est tous? Julien vous expliquera, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous soyez en sécurité. Pouvez-vous faire ça? Oui, bien sûr, merci. Et Marie, verrouillez votre porte. Je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. J'ai appelé Julien, mais je suis tombé sur sa messagerie vocale. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS, pas de réponse. Pendant 3 heures, je suis resté assise dans mon appartement, mon téléphone à la main, à attendre. Maman, sentant mon anxiété, a préparé du thé et s'est assise avec moi dans la cuisine, me tenant la main sans poser de questions. C'était le don de maman, savoir quand parler et quand simplement d'être présente. À 23h30 ce soir-là, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Julien. J'ai ouvert la porte et il est entré. J'ai immédiatement vu que quelque chose s'était passé. Il avait l'air épuisé, pas seulement fatigué, mais usé d'une manière qui allait au-delà de la fatigue physique. Sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre, et il y avait une tension dans son corps qui lui donnait l'air d'un ressort trop tendu. « Julien, qu'est-ce qui s'est passé? » Il a regardé maman, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, puis m'a regardé.
Y a-t-il un endroit où nous pouvons parler? Maman, comprenant, s'est retirée dans sa chambre avec un doux hochement de tête. J'ai conduit Julien dans le petit salon. Nous nous sommes assis sur le canapé et pendant un long moment, il n'a rien dit. Il est juste resté là, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Je ne l'avais jamais vu comme ça. L'homme qui était toujours posant, toujours en contrôle, toujours 3 pas en avance. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de tout perdre. Antoine travaille contre moi, a-t-il finalement dit, depuis des mois, divulguant des informations à des concurrents et à des gens qui l'utiliseraient contre la famille. Ce soir, une de nos opérations clés a été gravement compromise. Il faudra des mois pour s'en remettre. Es-tu en danger? Ai-je demandé. Pas le genre que tu imagines. Il ne s'agit pas de sécurité physique. Il s'agit de confiance, de la fondation de tout ce que j'ai construit. Si je ne peux pas faire confiance à ma propre famille, alors toute la structure devient instable. J'ai tendu le bras et j'ai pris sa main. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que j'ai reconnu d'il y a longtemps. Le regard d'un garçon assis sur les marches de l'église, submergé par un monde trop grand et trop cruel. Je ne sais pas, a-t-il dit, et ces 3 mots, venant d'un homme qui savait toujours, lui ont coûté plus que tout le reste de ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai serré sa main plus fort. Alors on va trouver ça ensemble. Il est resté 1 heure et nous avons parlé, non pas de stratégie ou de plan, mais du genre de choses dont on parle quand le monde s'écroule et qu'on a besoin de se souvenir pourquoi il vaut la peine de tenir bon. Nous avons parlé des marches de l'église, des sandwichs au beurre de cacahuètes, de la bibliothèque dans le garage du vieux M. Caron. Nous avons parlé de ce que cela signifiait d'être vu par quelqu'un, vraiment vu, et à quel point c'était rare et précieux. Quand il est parti, debout sur le perron dans l'air froid du printemps, il a pris mon visage dans ses mains et m'a regardé avec une intensité qui m'a fait me sentir comme la personne la plus importante qui ait jamais vécu. « Tu es la meilleure chose dans ma vie, Marie, a-t-il dit, la seule chose qui a du sens. Alors ne me rejette pas, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, ne disparaît pas de nouveau. Jamais, a-t-il dit. Je le promets. Et cette fois, je l'ai cru complètement. La résolution de la situation d'Antoine est arrivée 2 semaines plus tard, non pas par une confrontation dramatique, mais avec la précision froide et méthodique qui caractérisait Julien quand il était le plus efficace. Henri a réuni les preuves. Communication électronique, dossiers financiers, témoignages d'associés qui avaient été contraints par le plan d'Antoine et qui étaient maintenant prêts à dire la vérité en échange de protection. Julien a présenté les preuves aux membres supérieurs de la famille lors d'une réunion qui a duré 6 heures. Quand ce fut fini, Antoine a été destitué de son poste et exilé des opérations de la famille. Pas violemment, Julien a été explicite là-dessus, mais complètement. Antoine a eu le choix, accepter une vie confortable mais anonyme loin de Paris, ou faire face aux conséquences de sa trahison par le système de justice interne de la famille. Antoine a choisi l'exil. Il est parti pour Marseille la semaine suivante et le quartier a poussé un soupir de soulagement collectif. Mais les dégâts causés par Antoine étaient réels et les réparer a consommé Julien pendant des mois. Pendant cette période, je suis devenu non seulement son ancré émotionnel, mais aussi sa partenaire stratégique. Mon esprit d'affaires, ma capacité à analyser les problèmes et à trouver des solutions créatives se sont avérées inestimables. Je l'ai aidé à restructurer les opérations légitimes de la famille, en créant des systèmes plus transparents et en bâtissant des relations avec des partenaires qui avaient été effrayés par la faille de sécurité. J'ai fait cela non pas en tant que subordonné ou personne cherchant une faveur, mais en tant qu'égal, apportant ma propre expertise à la table et gagnant le respect de personnes qui m'avaient initialement relégué au rang d'intérêt romantique temporaire. Henri a observé cette transformation, non pas celle de mon apparence qui s'était depuis longtemps installée dans une élégance naturelle et sans effort, mais celle de mon rôle,
avec une admiration tranquille. « Elle est extraordinaire », a-t-il dit à Julien un après-midi. Julien a souri. « Je sais, je le sais depuis mes 9 ans. 1 an s'était écoulé depuis que j'avais reçu la lettre de la Fondation Delacroix. Pendant ce temps, j'étais devenu quelqu'un que les gens qui m'avaient autrefois ignoré ne pouvaient plus concilier avec leurs souvenirs. Mon entreprise de conseil que j'avais nommée Morrow Strategies était passée d'une opération d'une seule personne dans un espace de coworking à un véritable cabinet avec 3 employés et un bureau dans un hôtel particulier rénové à La Chapelle. Je me spécialisais dans l'aide aux petites entreprises et des communautés mal desservies pour développer des stratégies de croissance durable. Et ma liste de clients s'était élargie pour inclure non seulement des boutiques et des restaurants locaux, mais aussi des organisations communautaires et même quelques initiatives financées par la ville. Ma réputation s'étendait au-delà de Belleville. Un profil dans un magazine économique local me décrivait comme l'une des plus jeunes consultantes les plus innovantes de la ville. Une invitation à prendre la parole lors d'un événement de la Chambre de commerce de Paris a conduit à davantage d'invitations, de connexions, d'opportunités. Je devenais, au sens le plus vrai du terme, une force. Mais ce qui me rendait remarquable, ce qui me distinguait des dizaines d'autres jeunes professionnels intelligents et ambitieux grimpant l'échelle, était quelque chose qui ne pouvait être enseigné dans aucun programme ni acheté avec aucun investissement. C'était mon authenticité. J'avais été transformé, oui, mais je n'avais pas été remplacé. La femme qui dirigeait maintenant des salles par sa présence et son intelligence était la même femme qui avait repassé des chemises dans une laverie, qui avait mangé de la soupe et des sandwichs à une table de cuisine avec sa mère, qui avait écrit des lettres non envoyées à un ami qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. La transformation n'avait pas effacé qui j'étais. Elle l'avait révélé. Julien le voyait plus clairement que quiconque. Notre relation s'était approfondie au fil des mois, dépassant l'intensité initiale de nos retrouvailles pour devenir quelque chose de plus stable et durable. Nous nous disputions parfois. Je n'avais pas peur de le contredire, et Julien, habitué à ce que les gens lui cèdent, trouvait cela à la fois exaspérant et irrésistible. Je le poussais à être meilleur, à voir plus grand le côté légitime de ses affaires, à investir dans la communauté non pas comme un jeu de pouvoir, mais comme un engagement sincère envers les gens qui y vivaient. Et il me poussait à rêver plus grand, à prendre des risques, à ne plus jouer petit, parce que le monde m'avait autrefois fait sentir petite. Nous étions, de l'avis de pratiquement tous ceux qui nous connaissaient, faits l'un pour l'autre. 2 personnes qui avaient été façonnées par le même monde, mais avaient emprunté des chemins différents à travers lui, et qui avaient trouvé l'un dans l'autre la pièce manquante qui donnait un sens à tout le reste. Mais je n'étais pas intéressé à être défini par ma relation. J'avais travaillé trop dur et parcouru trop de chemins pour être la petite amie de Julien Delacroix. J'étais Mary Morrow, fondatrice de Morrow Strategies, fille de Sophie, originaire de Belleville, survivante et pionnière. Et le monde commençait à le remarquer. Le moment qui a tout cristallisé, le moment qui a bouclé la boucle, passant du mépris à l'incontestablement, est arrivé par une chaude soirée de juin lors d'un événement que j'avais moi-même organisé. C'était la soirée de lancement de la nouvelle initiative communautaire de Morrow Strategies, un programme gratuit d'éducation financière pour les jeunes de Belleville, financé en partie par une subvention que j'avais obtenue seul, et en partie par des dons privés de supporters qui croyaient en ma vision. L'événement a eu lieu en plein air dans le même parc où j'avais fait du bénévolat pour la journée de nettoyage, là où Antoine m'avait approché pour la première fois avec son charme calculé. Le parc avait été transformé pour l'occasion. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres, des tables étaient dressées avec de la nourriture de restaurants locaux, et une petite scène avait été érigée où j'allais prendre la parole. La liste des invités comprenait des leaders communautaires, des propriétaires d'entreprises locales, d'anciens participants au programme, des journalistes, et, debout à l'arrière, essayant de ne pas attirer l'attention, Julien Delacroix. Je me tenais en coulisses, si l'on peut appeler la zone derrière un rideau portable des coulisses,
et je relisais mes notes. J'étais nerveuse. Pas terrifiée comme j'aurais pu l'être il y a un an, mais nerveuse d'une manière saine et productive, ce qui signifiait que je tenais à bien faire les choses. Diane m'avait appris que la nervosité n'était pas l'ennemi. C'était le moteur. Utilise-les, disait toujours Diane. Laisse-les te rendre plus affûtés. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé le devant de ma robe, un simple et élégant modèle bleu que maman m'avait aidé à choisir, et je suis monté sur scène. La foule était plus nombreuse que je ne l'avais imaginé. 50, peut-être 60 personnes, plus des passants qui s'étaient arrêtés pour voir ce qui se passait. J'ai vu des visages familiers. Maman au premier rang, rayonnante. Jacques Martin, mon mentor, debout près de la table des boissons. Priya et Derek de la cohorte du programme m'encourageant. Et tout au fond, à moitié caché par un arbre, Julien me regardant avec une expression de fierté et d'amour, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. J'ai aussi vu, debout près de la lisière de la foule, Pierre, Marc et Thomas. Ils étaient venus, non invités, attirés par la curiosité ou la culpabilité, ou une combinaison des deux. Je les ai remarqués, et pendant une fraction de 2 secondes, des vieux sentiments ont ressurgi. La honte, l'invisibilité, le désir désespéré d'être vu. Mais la vague est passée rapidement, remplacée par quelque chose de stable et d'inébranlable. J'étais passé devant eux, pas au-dessus d'eux. Je ne me considérerais jamais au-dessus de qui que ce soit, mais j'étais passé devant eux comme une rivière dépasse les rochers qu'elle a déjà traversés. J'ai avancé vers le microphone et j'ai regardé la foule. Le parc était baigné dans la lumière dorée du début de sa soirée. Les guirlandes lumineuses commençaient à briller alors que le soleil se couchait derrière les bâtiments. Je pouvais sentir l'herbe coupée, le barbecue de quelqu'un et le doux parfum subtil de maman du premier rang. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé. Je veux vous raconter une histoire. Il y a un an, je travaillais dans une laverie à 6 rues de ce parc. Je gagnais 8,50 € de l'heure. Je vivais dans un appartement avec une douche qui ne marchait que la moitié du temps. Et j'étais invisible. Pas dans un sens métaphysique. J'étais littéralement invisible. Je marchais tous les jours dans les rues de ce quartier et les gens me regardaient à travers. Certains d'entre eux sont ici ce soir. Je n'ai pas regardé Pierre, mais je n'en avais pas besoin. Le silence dans la foule m'a dit que le message avait été reçu. Je ne vous raconte pas cela pour faire en sorte que qui que ce soit se sente mal, ai-je continué. Je vous le raconte parce que cela compte. Cela compte parce qu'il y a des gens dans ce quartier, des jeunes surtout, qui ressentent la même chose en ce moment. Invisibles, négligés, comme si le monde avait déjà décidé qui ils sont et ce qu'ils valent, et qu'ils ne peuvent rien faire pour changer cela. Je suis ici pour vous dire que c'est faux. Ce sentiment est réel, mais la conclusion est fausse. Vous n'êtes pas ce que le monde voit quand il vous regarde. Vous n'êtes pas les étiquettes que les gens vous collent. Vous n'êtes pas les limitations que les autres vous imposent. Vous êtes ce que vous décidez d'être. Et décider, vraiment décider, avec tout ce que vous avez, est la chose la plus puissante qu'un être humain puisse faire. J'ai parlé du programme, de l'éducation financière, des outils concrets auxquels les jeunes auraient accès. J'ai parlé des entreprises qui s'étaient associées à l'initiative, des bénévoles qui serviraient de mentors. J'ai parlé de maman qui m'avait appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on porte, et qu'aucune adversité ne peut nous l'enlever. Quand j'ai mentionné le nom de maman, la vieille femme s'est essuyé les yeux et a murmuré « Je t'aime ». Et puis j'ai dit quelque chose qui a fait taire toute la foule. Je veux être clair sur un point. La femme qui se tient devant vous ce soir, je ne le suis pas devenue parce que quelqu'un m'a donné de nouveaux vêtements ou une nouvelle coupe de cheveux. Ces choses ont aidé. Elles ont ouvert des portes. Mais la personne qui a franchi ces portes est toujours été là. Elle était là quand elle repassait des chemises. Elle était là quand elle mangeait de la soupe dans une petite cuisine. Elle était là quand elle écrivait des plans d'affaires à minuit sur un lit dans une chambre de la taille d'un placard.
Elle a toujours été là. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai cessé de laisser la vision, ou le manque de vision, des autres définir ma réalité. Et j'ai cessé d'attendre la permission d'être extraordinaire. Les applaudissements ont été immédiats et soutenus. Je les ai sentis me submerger comme de l'eau chaude. Non pas avec vanité, mais avec gratitude. C'était le moment. Pas le gala, pas la robe émeraude, pas le regard dans les yeux de Julien. Ça, ce parc, ce quartier, ces gens, c'est là que mon histoire prenait tout son sens. Qu'auriez-vous fait à ma place après tant d'années passées dans l'ombre? Auriez-vous eu le courage de vous lever là, devant ceux qui vous avaient méprisé? Plus tard ce soir-là, après que la foule se soit dispersée et que les guirlandes lumineuses se balançaient doucement dans la douce brise de juin, j'ai trouvé Julien assis sur un banc à l'extrémité du parc. Il était resté pendant tout l'événement, gardant ses distances, me laissant ma soirée. Je me suis assise à côté de lui et j'ai posé ma tête sur son épaule. « Comment te sens-tu? » a-t-il demandé, comme si je venais de courir un marathon et que j'avais gagné. Il a ri, un vrai rire, plein et chaleureux. « Tu l'as fait et tu n'as même pas transpiré. » J'étais trempé de sueur, Julien. Je le cache juste bien. Nous sommes restés un moment en silence confortable, écoutant les bruits de la ville qui s'endormait. Un chien aboyait quelque part. Un klaxon de voiture retentissait. Le grondement lointain du métro vibrait sous terre. « Tu sais à quoi je ne cesse de penser? » ai-je dit. « Quoi? » Ces marches d'église, Saint-Antoine, toi et moi, 9 ans. Le monde entier devant nous, et nous n'en avions aucune idée. « J'avais une idée, » a-t-il dit. « Même alors. »« Qu'est-ce que tu veux dire? » Il s'est tourné vers moi, et dans la douce lueur des guirlandes lumineuses, son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de vulnérabilité, pas la chaleur calculée qu'il montrait au monde, mais quelque chose d'entièrement sans défense. La paix. Je veux dire que même quand j'avais 9 ans, assis sur ces marches avec du beurre de cacahuète sur le visage, je savais que tu allais être importante. Je ne savais pas comment. Je ne savais pas ce que nous deviendrions, ni où la vie nous mènerait. Mais je savais avec la certitude d'un enfant qui n'a pas encore appris à douter. Et j'avais raison. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu ne peux pas juste dire des choses comme ça et t'attendre à ce que je fonctionne normalement. Je ne suis pas intéressé à ce que tu fonctionnes normalement. Je suis intéressé à ce que tu sois exactement qui tu es. Je me suis tourné et je l'ai embrassé là, sur le banc du parc, dans le quartier où j'avais grandi, invisible. Dans le parc où je venais de dire à 60 personnes que l'invisibilité était un mensonge. Et si quelqu'un dans les immeubles voisins avait regardé par sa fenêtre à ce moment-là, il aurait vu quelque chose de beau et de simple et de vrai. 2 personnes qui s'étaient trouvées, s'étaient perdues et s'étaient retrouvées, assises sur un banc dans la lumière déclinante, se tenant l'une à l'autre. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait, mais c'est ma vie, mon chemin. Et ce voyage, depuis la petite fille que personne ne voyait jusqu'à la femme qu'on ne peut plus ignorer, c'est une chose dont je suis fier, une chose que je porte. Il n'y a pas de fin avec un nœud parfait, juste des promesses, des doutes et l'assurance, enfin, d'être pleinement là, d'être pleinement vu.